Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver autour de ceux qui rendent la vie plus douce, plus excitante ou plus savoureuse près de chez vous. Et s'il vous faut grimper dans le Vercors pour atteindre le 7e ciel de la gastronomie, lui est allé décrocher la lune qui s'est transformée en étoile sur son restaurant. Leur ciel s'accommode bien de quelques nuages pourvus de caresser le firmament en déployant leurs ailes. Embarquement pour le rêve d'Icare. Elle réalise son rêve en évitant bien des cauchemars. Le cœur dans sa main, cette entrepreneuse allège le quotidien de ceux qui prolongent les vieux jours de nos aînés. Avec amour, avec tendresse et avec beaucoup de souffrance, du maintien à domicile à la porte d'un EHPAD, le parcours est souvent trouble, éprouvant. Alors, vous avez retroussé vos manches pour eux, pour les aînés, pour les aidants. Alexandra Holvout, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez tout nous dire sur votre démarche qui donne du sens à vous, à eux, et le sens que vous avez donné aussi à la création de votre entreprise Aîné Conseil. On en parle tout de suite. Une longue vie, une très longue vie depuis bientôt 100 ans. Il nous assure que le ciel vous appartient, pourvu de savoir piloter. L'aéroclub du Dauphiné et tous ces passionnés d'aviation ne décollent plus de leur siège. Ils sont prêts à vous accueillir aux journées portes ouvertes le 17 mai prochain. Bienvenue, Pierre. Merci, Alors, merci beaucoup. Pierre Varnet, c'est ça, vous êtes le nouveau chef pilote. On va apprendre à vous connaître, bien sûr, le nouveau chef pilote de l'aéroclub du Dauphiné, un de ceux qui sont les plus fréquentés, un ciel souvent plein d'avions pour la beauté de notre paysage et toutes les qualités de notre territoire. On va en parler avec vous. Merci beaucoup. Les astres, les astérales, des fleurs en forme d'étoiles dont les pétales sont toujours soudés. Un nom prédestiné, ça, astéral. C'est votre restaurant Ludovic Nardoza. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'était fait exprès, en fait. Moi, j'aime bien la symbolique. symbolique. On a voulu jouer un petit peu, c'est un petit clin d'œil, on va dire. C'est un petit clin d'œil, ouais. Et c'est vrai, c'est des belles fleurs comme les cosmos, par exemple. Les cosmos, voilà, oui, les marguerites et le pissenlit, surtout. Ah, très voilà, bien, qui ça. envahit les champs du plateau en ce moment. Et c'est encore la saison. Hein. C'est en pleine saison, surtout. Ah, voilà. Et donc, on vous retrouve, Ludovic Nardoza, à l'Hôtel du Golfe, pendant longtemps sous une voûte étoilée. Et vous y officiez depuis 2023. Et moins de 2 ans après, vous voilà flanqué d'un macaron au guide Michelin. C'était le 31 mars dernier. On vous appelle là. Et vous ne le savez pas, en fait. Vous savez que vous êtes là. Vous allez peut-être recevoir quelque chose. Il y a plein d'autres choses à recevoir. Et là, vous avez entendu votre nom. Alors déjà, vous avez entendu celui de Guillaume Montjuré au Palais Grillé. Et lorsque c'était à vous, Astéral, ça y est, qu'est-ce qui se passe là ? C'est une grande émotion. Intérieurement, c'est magnifique. C'est un grand sentiment de fierté pour l'équipe qui nous accompagne au quotidien depuis 2 ans. On est content parce que déjà c'est venu assez rapidement, vous l'avez dit. Et puis au-delà de ça, c'est une symbolique très forte quand même. Le guide Michelin pour un cuisinier, c'est très important. Voilà. Oui, c'était à Metz, ici. J'imagine que, comme vous le disiez, alors j'aime beaucoup le travail la réalisation de cet événement. C'est pile vous qui manque. Là, sur cette image-là. Je dois être caché, je pense. Ouais. Super. Non, c'est juste qu'on n'est pas allé au bout. Là, il y en avait encore 3-4. Donc voilà, on ne peut pas vous montrer ici sur cette... ça serait peut-être des petits ajustements pour l'an prochain. C'est pas grave. Mais on sait que vous étiez là-bas tout à droite. Ou alors la leçon, c'est pas de se mettre complètement sur les côtés. Donc j'imagine qu'on ne fait pas ce métier au quotidien pour une récompense. Non, on ne court pas après. Ça fait toujours plaisir quand elle vient, mais par contre, on ne court pas après. L'essentiel, c'est le client. C'est quand même lui qui nous fait vivre. Et c'est notre raison d'être aussi. On existe parce qu'il y a des clients. Donc voilà, on a repris ce projet-là il y a 2 ans avec ma femme. On s'est entouré de belles personnes qui ont de belles compétences. Et on s'est dit, bon, si un jour on y arrive jusqu'à l'étoile, ça serait magnifique. Mais on s'est occupé de nos clients. Et puis elle est venue sans qu'on court après. Donc, Oui, c'est un peu comme tout. C'est le chemin qui mène à l'étoile et c'est ça qui compte. Exactement. C'est pas tant l'objectif qui va vous ça a été 2 ans de remise en question quasi quotidienne. C'est un gros travail d'écoute déjà de nos équipes, de nos clients. Et puis, faut pas oublier qu'on a un restaurant au sein d'un hôtel. Donc voilà, il faut aussi contextualiser tout ça et se dire, voilà, quelle offre on veut montrer à nos clients.
Alors pourtant, les récompenses, vous y étiez déjà habitué. Vous êtes champion du monde. Et regardez un peu le beau champion du monde que vous êtes. De lièvre à la royale. Ouais. C'est ça? Ouais, Et c'est ça, ça. c'est traditionnel. C'est Bocuse qui l'avait créé ou... Alors non, Ça remonte à bien plus historiquement, loin. ça remonte au roi Soleil, le roi Ah oui. Louis XIV, qui avait des problèmes de santé, qui adorait la chasse, qui a dit à ses cuisiniers, crée-moi une recette de lièvre que je puisse manger à la cuillère. Et c'est comme ça que le plat est né. Et la France, du coup, a passé son temps à développer cette recette. Voilà, donc on a Bocuse plusieurs l'avait un versions. peu modernisé. Bocuse l'a modernisé. Et puis, il y a un championnat du monde qui a été créé en 2016. Et voilà, c'est un plat que j'affectionne beaucoup parce que ça demande beaucoup de compétences techniques déjà, ça demande une grande connaissance du métier. Et c'est un plat qu'on peut vraiment s'approprier et changer la recette vraiment à sa sauce, on va dire. Voilà, merci. Je ne sais pas si on peut le revoir d'ailleurs, parce que c'est quand même très complexe. Il faut le deviner, le lièvre. Il faut C'est un 8 jours. gibier, Il faut 8 donc- jours de préparation pour faire la recette. Ouais. D'accord. Ouais, 8 entre jours. les temps de préparation, de marinade, de cuisson, etc., il faut bien 8 jours. On la découvre, on peut la déguster On peut, alors je travaille que du gibier de chasse française, donc la saison est un peu courte. Voilà, on va commencer début octobre jusqu'à fin janvier. Et ça, ce qu'on a vu après, c'est le trophée Mas. C'était le trophée Mas du foie gras, oui, en 2014. C'est Ouais. c'est peut-être le must, c'est un des trophées les plus prestigieux. C'est un joli concours, ouais, très prestigieux autour du foie gras. Un produit que j'affectionne particulièrement parce que j'ai fait mes débuts dans une maison qui est spécialisée dans le foie gras, qui est la maison chez le Père Gras à Grenoble. Donc du coup, voilà, ça me tenait vraiment à cœur. parce On qu'on salue, l'aime on salue Laurent, beaucoup, bien sûr, et toutes Laurent ses Gras, équipes. bien sûr. Mais voilà, donc il y a eu le trophée Mas en 2014, oui. Oui, et très jeune, parce que donc vous... Oui, vous j'avais êtes en 23 ans, 80, ouais. 91. Oui, c'est ça, vous êtes Ouais. en 91, Ouais. donc vous étiez très très jeune. Alors, vous êtes originaire de la Drôme voisine, hein, de De Montélimar, Montélimar. et ce sont vos études qui vous ont conduit jusqu'à Grenoble. Elle est très reconnue, cette école Ben étudiante. voilà, puis ça fait partie, Montélimar fait partie de l'Académie de Grenoble, donc voilà, d'un point de vue logique, je suis parti à faire mes études à l'Hédiguière. J'y suis resté 5 ans, où j'ai pu du coup rencontrer Laurent Gras au restaurant chez le Père Gras à La Tronche, et qui m'a vraiment aidé avec son chef Denis à mes débuts. Et puis voilà, après j'ai fini mes études, je suis monté à l'Hôtel du Golfe une première fois en 2011. Voilà, je suis resté 1 an. C'était votre premier établissement, en fait, presque. En tant qu'employé, oui, c'est ça. Voilà, la maison était déjà étoilée avec un chef qui s'appelait Jérôme Faure, qui était le premier chef étoilé du Vercors. Je suis resté 1 an et après j'ai vadrouillé un peu partout en France, aux côtés de Monsieur Girardon à Chenal-en-Ballan, Bien sûr, aux côtés de Jean-Luc Rochat à Pauillac. J'ai rejoint Jérôme Faure dans le sud, dans le Luberon. Donc voilà, j'ai un peu vadrouillé partout en France pendant une dizaine d'années, que des restaurants étoilés. Et jusqu'à ce qu'on se mette à notre compte avec ma femme, du coup. Avant de revenir ici. Vous êtes de 91. Votre fille a fait l'école d'Hédiguière aussi. Elle est de 89. Je sais pas, vous vous êtes croisés, non? 89, c'est possible. Ah, c'est possible, ouais. On en reparlera Ouais. peut-être hors plateau. Allez, mais c'est ouais, on a- possible, ouais. Voilà, hein, on va enquêter, mais on Lucille, a dit. elle aussi. Exactement. Ah, elle s'appelle Lucille. Eh oui. On va trouver encore. On dit toujours que c'est l'émission où les grands esprits se rencontrent, ça tombe bien. Mais pourquoi la cuisine alors, finalement? Ben, C'était pas un hasard, mais. Non, c'était pas, ça c'était m'a une toujours envie. attiré, ça m'a toujours appelé. Je suis d'origine italienne, mon papa est italien, et donc si vous voulez, la cuisine en Italie, c'est sacré presque. J'ai des grands-parents qui aimaient beaucoup aller au restaurant, donc du coup, voilà, je me suis engagé dans cette voie. Je me suis dit, voilà, tu verras bien, et j'ai commencé donc avec Laurent, ça a pris, et après, du coup, j'ai plus jamais quitté les cuisines. Avec toujours le bonheur de créer aussi. C'est un travail C'est une d'artiste, création, d'amoureux de la cuisine et permanente. d'artiste. Une fois qu'on a appris un peu les bases du métier, ce qui est le plus intéressant, c'est de créer. Donc voilà, toute la partie création de notre travail, c'est vraiment... voilà, on a un joli dessert à la betterave, vous voyez. Enfin, voilà, on a une cuisine, si je dois la définir, qui est sans code. On s'interdit rien. On met en avant notre territoire, le Vercors, l'Isère en général. Mais par contre, on s'interdit rien. Voilà. J'aime bien travailler les produits de la mer aussi. J'aime travailler le légume, j'aime travailler tous les produits. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une belle créativité. Dans ce fameux hôtel du Golfe. Oui. Donc, c'est le restaurant Astéral de cet hôtel du Golfe, un vrai havre d'inspiration pour Oui. vous, puisque vous y êtes revenu. Et j'y suis revenu, puis c'est une belle maison dans le Vercors. L'hôtel, à la base, c'était un restaurant qui a été ouvert en 1963, qui après s'est développé en auberge dans les années 88. C'est une maison qui est reconnue sur le plateau parce que ça a été la première maison étoilée, avec un chef qui s'appelait Jérôme Faure, qui est resté une quinzaine d'années. Après, il est parti. Il y a une gérance qui est arrivée, donc le Palais Grillé, avec Guillaume et Christelle, qui eux aussi ont chopé l'étoile. Ils sont partis. Et du coup, nous, on peut la ramener une 3e fois à l'hôtel. C'est quand même un petit sentiment de fierté. Voilà. Oui, une belle histoire aussi, avec ces 2 macarons désormais sur le Oui, Vercors, oui, à oui. Corançon, Vercors. Donc, un à Corançon, un à Autran. C'est Donc, ça. c'est une belle mise en avant de notre territoire. Voilà.
Bien sûr, et pas seulement, puisque, comme on le dit, c'est une expérience aussi, désormais, de venir dans un restaurant, on ne va pas juste manger une assiette, on repart, c'est une expérience, et pour vous, le Vercors, il compte. Oui. Il compte beaucoup aussi, dans tout l'ensemble de votre démarche, c'est-à-dire à la fois le produit, avec l'inspiration, avec aussi le respect de ce territoire. Oui, parce que déjà, comme je l'ai dit, je suis italien, et le Vercors et l'Italie sont très proches par rapport à l'histoire de Grenoble, tout ça. Et donc, du coup, c'est un territoire où je me sens bien à l'aise, on va dire, j'arrive à bien m'épanouir, et j'ai pu rencontrer, du coup, au-delà des producteurs, des éleveurs, des acteurs plus atypiques, comme une céramiste qui s'appelle Morgane Louis-Gobin, qui est à Villard-de-Lans et qui produit une vaisselle qui est juste magnifique. Faites-la bien voir, elle est vraiment superbe. Alors ça, c'est un pot qu'elle a fait, mais ça, c'est un projet qu'on a mis 7 mois à élaborer, c'est un support à milliardise. Voilà, quand vous venez manger à Astéral, à la fin du repas, on vous emmène donc un petit nougat, un petit chocolat, et c'est sur ces supports-là, pardon. Et ça nous a pris quand même 8 mois pour tomber d'accord. Mais voilà, ça permet des belles rencontres. On a une belle démarche aussi écologique avec notre manière de travailler et une entreprise qui s'appelle Les Enviganeurs, qui est sur Angers, au début du Vercors, qui permet de récolter nos déchets, en tirer un terreau qu'on réinjecte dans un jardin, qui on travaille avec un apiculteur qui nous fait notre miel, qui est mis à disposition au petit déjeuner. Donc on essaie de créer un peu des boucles vertueuses dans notre restaurant, comme ça. Donc le terreau qui va faire pousser vos herbes aromatiques, exactement, dont vous allez vous servir, qui va aussi nourrir vos abeilles, exactement. Voilà. En fait, c'est tout un cycle que vous avez. On essaye quand même. On est très sensible à ça, surtout aujourd'hui. Donc voilà, on est content de valoriser notre travail comme ça. On ne peut pas être indépendant. On peut pas. En autarcie complète, oui, c'est un peu compliqué. C'est le rêve, ça, mais. Alors je sais que certains restaurants y arrivent. Par rapport à ma manière de travailler, ça ne serait pas compatible, on va dire. Et puis dans le Vercors, on reste à la montagne. Il y a quand même des saisons. Et en hiver, il n'y a pas grand-chose sur le plateau. Donc bon, voilà. Mais il y a beaucoup de cœur, c'est sûr. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on mange alors? Puisque c'est toute une expérience, on le dit, il y a un cadre. Qu'est-ce que vous nous servez? Puisque on est très transparent, à l'heure où on enregistre, le restaurant est en train de terminer son hivernage. Oui, voilà, on a 2 fermetures dans l'année, mois d'avril, mois de novembre. Là, on rouvre le jeudi 8 mai. Au soir, donc je suis en train de travailler la carte, mais voilà, il y a des produits que j'aime bien. J'adore travailler les langoustines en association, par exemple avec du chou-fleur, du vin jaune, de la salicorne, du safran. J'aime bien les saveurs un peu complexes. On parlait tout à l'heure du lièvre à la royale, qui est un plat très complexe mais très marqué. Voilà, j'aime beaucoup travailler les viandes du plateau. On a la ferme des Colibris qui fait un bœuf d'exception, un cochon d'exception aussi. Donc voilà, c'est le genre de produits que j'aime beaucoup travailler. À la fermeture, limite, comme vous le disiez. Non, pas de limite. Des légumes, du végé, de la. Pas de limite. On met toujours en avant le territoire, donc le Vercors, et plus largement donc l'Isère, parce que en Isère il y a énormément de producteurs. Et puis après, voilà, j'hésite pas à aller ailleurs s'il faut récupérer un produit comme du Saint-Pierre ou comme du homard, que j'aime beaucoup travailler aussi. Mais un vrai bon bleu du Vercors, ça se nage. Oui, mais il y a d'autres persillés qui existent sur le plateau du Vercors. Il y a le bleu du Vercors, ça se nage, qui est le plus connu, mais il y a d'autres persillés qui existent. Et on les met en avant aussi dans notre restaurant. On a une petite cave à affiner où voilà, on va chercher des bleus dans les fermes et on les affine nous-mêmes pour vraiment les servir au juste affinage qu'on a envie, avec un vin jaune servi à la bonne température. Voilà. Et avec le cadre. Et on a un très joli cadre. En plus, à l'été qui arrive avec les beaux jours. Je vous dis, vous arrivez sur le plateau en ce moment, vous traversez l'Anse-en-Vercors, vous avez des champs qui sont tout jaunes, remplis de pissenlits, c'est juste magnifique. Et on a la chance d'avoir une très belle terrasse qui donne sur le parc de l'hôtel. Donc il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et c'est encore meilleur chez vous, l'étoile, le macaron qui est ici, désormais sur votre veste. D'ailleurs, ça m'intrigue. On vous donne la veste, puisque vous ne savez pas, on vous pose la veste tout de suite. La bonne taille, tout de suite. Il y a plusieurs tailles, parce que je vois qu'ils n'ont pas tous votre veste, les cheveux. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais le boulot est bien fait en tout cas, parce que chaque chef a eu sa veste. Ah oui, tout de suite sur le, tout le monde a la bonne podium. taille. Ouais. Donc vous, ça tombe bien, elle vous allez. Moi, elle me va bien, je suis content. Je ne vais pas la porter tous les jours, celle-là, mais je suis content de l'avoir. Ça, super. Elle va pas changer. C'est-à-dire qu'on a évidemment cette pression-là. Il faut en être digne. Vous dites que si vous l'avez eu, c'est bien parce qu'ils ont aimé ce que je fais. Donc voilà, c'est ça. Alors, je peux pas dire que ça va rien changer parce que on va, je l'espère, faire un peu plus de monde. Voilà, la notoriété. Donc il y aura d'autres choses à gérer, mais fondamentalement sur notre manière de travailler, sur notre manière d'être, de créer, il faut pas qu'on change. On a été récompensé pour notre travail qui était comme ça. Faut pas qu'on change. Il faut qu'on continue dans cette lignée-là. Justement, on s'est écouté pendant 2 ans. On a beaucoup écouté les collaborateurs, les clients aussi qui nous ont fait des remarques et on a tiré une belle synthèse. Et cette synthèse-là aujourd'hui a été récompensée. Donc on espère qu'elle perdurera longtemps. En tout cas. Oui, il faut savoir ce qui se fait sans forcément copier les tendances. Il faut les créer, les tendances. Et puis il ne faut pas regarder chez le voisin, il faut s'occuper de soi et vraiment se faire plaisir. Et c'est comme ça que vous ferez plaisir aux autres, en tout cas. Eh bien, très bien, montrez-le, ce beau guide. Il vous va bien, hein?
Ouais, ah ouais. Les Eh ben, 125 ans cette année. félicitations à vous, à votre compagne, bien sûr, à toute votre équipe que vous mettez toujours en avant. Vous êtes Oui. toujours le dernier. Voilà, c'est toujours vous le dernier sur la photo et jamais le premier. Oui, mais c'est Donc, important, c'est eux qui font le restaurant. Hein. Voilà, nous on donne la direction. eh ben, félicitations vraiment, Ludovic Nardoza. On a hâte d'aller redécouvrir Au cette plaisir. carte printanière, printemps-été. Donc, Merci beaucoup. à Astéral au pluriel, à l'hôtel du Golfe. Eh bien, tout de suite, on prend l'avion chez un de vos voisins d'ailleurs. Oui, un village étoilé aussi. Vous êtes originaire d'Autran. Et voilà, hein, dont la famille maternelle de mon père est d'Autran depuis des siècles, en fait. D'accord. Eh ben, Voilà. justement, alors votre fille a partagé l'école hôtelière sans doute avec Ludovic. Il n'y a que des points communs ici, on va le voir. Donc, en revanche, pas d'aérodrome à Autran. On peut y atterrir quelque part. Quand j'étais petit, des avions venaient se poser entre Autran et Méaudre. Ah. Et on pouvait faire un baptême de l'air pour 5 francs avec les avions des Ralpes. On a un peu changé d'époque. Je crois qu'il y en a. Oui, mais il y en a qui n'ont pas tellement changé dans leur tête et qui font encore des choses pas géniales. On verra en ça tout à reparlera l'heure. Pour l'instant, on va parler de ce qui est génial. 1928, cet aéroclub du Dauphiné, il est très vieux. C'est un des plus anciens. Aéroclub. Il fêtera ses 100 ans bientôt. Hein, et c'est un des plus grands aéroclubs de France. La Fédération française aéronautique, elle compte 600 aéroclubs. Et on est un des 5 premiers quand on s'intéresse au nombre d'heures de vol qui sont pratiquées dans l'année. Alors on comprend hein, les heures de vol quand on voit bien sûr le territoire, quand on voit le ciel au-dessus de ces montagnes. Et j'imagine que les montagnes qui regardent ce territoire vu du ciel, ça doit être magnifique. Cet aéroclub aujourd'hui, je ne sais pas si on peut compter en heures de vol. Il faut être licencié aussi à l'aéroclub pour pouvoir venir piloter. Pour venir Donc des piloter. licenciés, déjà combien est-ce que vous en avez ? 310. Hein, donc c'est une association, hein, c'est pas une entreprise, hein, c'est une association, c'est une école de pilotage également. Hein, donc chez nous, il y a des pilotes qui ont appris à voler. Wow, tiens, je pourrais vous parler de Aude-le-Mordant, elle est 3 fois championne du monde de voltige. Bien sûr. Hein, elle est pilote de ligne chez Air France maintenant. Il y a plein de pilotes de ligne qui sont venus de l'aéroclub du Dauphiné, à commencer par notre président actuel, Xavier Rostin. Voilà. Hein. Et avec des très jeunes. Alors, des très jeunes, le plus jeune, il n'a pas 17 ans. Et l'autre plus jeune, qui est également un de mes élèves, il a 86 ans. Il était prof à l'INPG à Grenoble. Et il continue. Et c'est vrai que souvent on pilote aussi quand on a le temps. On pilote quand on a le temps. Beaucoup de retraités aussi. Voilà. Les cursus sont très divers. Hein. On a des gens qui vont venir voler juste pour le plaisir. Et puis on a des gens, on verra quelques images de voltige tout à l'heure, qui eux se dirigent vers une carrière de pilote professionnel et qui vont à marche pas forcée, mais parce que c'est du plaisir, hein, mais qui vont vite pour avancer dans leur cursus. Oui, mais pour avancer, il faut commencer. Déjà. Il faut commencer. Donc, voilà. à l'aéroclub du Dauphiné, ça c'était il y a quelques années et ça se voit d'ailleurs avec ces aujourd'hui. Vous pouvez y aller sans masque. Hein. Voilà, on peut y aller sans masque. C'est pas pour protéger les pilotes un peu trop âgés. Voilà. Non, on peut donc y apprendre à piloter sans avoir la moindre base. Et ça, c'est un petit peu aussi votre message. Et le message que vous allez délivrer aux Journées Portes Ouvertes, on le rappelle le 17 mai, c'est que c'est à la portée de tous. Il ne faut pas forcément être une énorme tronche pour pouvoir apprendre à voler. En fait, c'est très similaire avec la cuisine. Hein. En fait, c'est une affaire qui marche avec la volonté. Et en fait, si on a beaucoup de volonté, on finira comme Thomas Pesquet dans l'espace. C'est uniquement avec ça que ça marche. Après, il faut travailler, bien évidemment, hein, mais il faut être très motivé, c'est tout. Donc on commence à tout âge, c'est-à-dire aussi bien jeune qu'avec l'activité. On a des pilotes qui commencent très jeunes dans le cadre de ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique, hein, qui leur permet d'avoir des bourses pour apprendre à piloter, ou alors on apprend un peu plus tard, hein, parce qu'on en avait envie. Moi, il me vient à l'esprit là, un médecin ophtalmo c'est sa femme qui l'a inscrit pour voler parce qu'il rêvait de voler, mais bon, jamais il avait pris le temps de s'y mettre, etc. Puis un jour, elle est venue, elle a dit pour Noël, je l'inscris à l'aéroclub. Il vole toujours. Hein. Oui, mais alors, elle a dû voir son mari un petit peu moins souvent, alors, parce qu'il y a beaucoup de théorie quand même. Ah non, parce que je l'ai eu elle aussi comme élève pilote. Ah d'accord. Voilà. Donc les deux. Un conseil, faites-le à deux. Si vous vivez à deux, c'est aussi bien.
là, c'est le bonheur absolu. Ça, c'est aussi bien. Voilà. Non, il faut beaucoup travailler à la maison, parce qu'il y a quand même beaucoup de théorie. Il y a aussi. un peu de théorie. Je ne sais pas si ça peut aussi freiner certaines envies. Non. Ça se fait bien. Ça se fait bien, ça se fait en e-learning. Et ça passe tout seul et on le valide avec son instructeur au fil de l'eau. On apprend quoi? À reconnaître les nuages, à savoir d'où la souffle météo, le vent. on apprend la réglementation, on apprend l'aérodynamique, on apprend beaucoup de choses très intéressantes. Et pour les jeunes, c'est super bien parce qu'en fait, on travaille dans toutes les disciplines en fait. On fait de la géographie, on fait de l'anglais, on fait beaucoup de choses. C'est une matière. C'est une matière, voilà. Ouais, c'est une spécialisation. Et on survole le Vercors, notamment. Parce qu'alors ici, c'est vraiment... c'est une des plus belles vues de la région, exactement. Et l'aviation dans la région, c'est un enchantement absolu, dès qu'on décolle. On a d'ailleurs preuve à l'appui. Juste pour... techniquement, c'est pas très compliqué, finalement. Non. La voiture est presque plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de monde autour. C'est compliqué que de conduire une voiture, techniquement. Techniquement. Voilà. Mais bien sûr, c'est de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus de boutons. Après, contrairement à une voiture, ça ne s'arrête pas au bord de la route. Donc si en l'air, ça ne marche plus, il faut réfléchir. Pas toujours, mais on va y revenir encore. On essaye de tenir justement nos téléspectateurs. Donc, vous le disiez aussi, on peut apprendre à faire de la voltige quand on a un petit brin dans la tête quand même, un petit brin de folie. Oui. Tout le monde peut faire ça, là? Absolument, oui. Absolument. Et d'ailleurs, tout le monde le fait au cours de sa formation. C'est obligé. Parce que... Oui, nous, on considère qu'il faut savoir récupérer une situation qui serait partie un peu en vrille, typiquement. Oui. Et donc, il faut savoir en sortir. Donc, il se trouve que nous, on a l'avion qui permet de faire ça. D'accord. Ici, au Versou. C'est ce que faisait Aude, donc exactement. 3 fois championne du monde. Avions. Donc, on aime avoir la tête en bas, ça ne donne pas plus que ça, des vertiges, envie de vomir. Non. On peut faire un vol découverte de voltige, d'ailleurs. C'est non, merci, mais... mais j'y pense. Faut pas hésiter, il faut venir. À l'Aéroclub du Dauphiné, on fait tout ce qui vole, sauf l'hydravion. On n'a pas d'endroit pour se poser avec un hydravion. Mais tout le reste, on le fait. La voltige, l'avion de montagne, on vient d'en parler, sur des roues ou sur des skis. L'avion tout court, les voyages, on va en Corse, mais on est allé au Cap Nord, on va à Malte. Ça, c'est la montagne. Là, on passe un col. Ça, c'est la montagne. Bon, ça, c'est pas facile. Il faut une spécificité montagne. On ne peut pas le faire avec un brevet simple. D'accord. Voilà. Avec un brevet simple, on fait quelque chose simple, mais pas plus que ça. En tout cas, nous, on apprend à tous nos pilotes à voler dans cet environnement montagneux qui est particulier. Pourquoi il est particulier? À cause de la météo, principalement, qui peut, avec les vents, créer des perturbations qui pourraient nous secouer un petit peu. Oui, les jugements peuvent être aussi, ne sont pas les mêmes. Voilà, il faut passer un col, par exemple, ça se juge bien à l'avance. Donc on juge, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai la distance, est-ce que je vais avoir la possibilité de faire une réserve d'énergie, est-ce qu'il y a des risques avec d'autres pratiquants du ciel, des montgolfières, des parapentes, des planeurs. Donc il peut y avoir des erreurs, ça arrive. Et puis, il peut y avoir des erreurs. Bien sûr, on en voit et on ne va pas les compter. En tout cas, je n'ai pas les statistiques, mais chaque année, il y a aussi des accidents, il y a aussi des incidents. Il y a souvent une erreur humaine et c'est souvent une erreur de jugement, c'est ça. S'il y a un doute, on n'y va pas. C'est ça que vous apprenez? Voilà. Alors, et justement, l'aviation de montagne, c'est l'école du renoncement. Il faut savoir renoncer, parce qu'on se dit, tiens, je vais aller me poser à l'Alpe d'Huez. Et bien, quand vous passez au-dessus du terrain pour faire ce qu'on appelle la reconnaissance, si vous voyez que le vent ne va pas être compatible avec cet atterrissage, on ne se pose pas. Donc, parfois, on y est allé, et puis on peut pas toujours... On peut tout savoir, parce que si parfois nos prévisionnistes sont très forts, bien sûr, en France, mais il y a aussi parfois des erreurs ou des imprévus. Ça arrive également quand on est en l'air, il faut savoir agir. Y faire face, et c'est tout notre travail à nous... instructeur que de vous aider à prendre tout ça en compte et à forger votre prise de décision. La prise de décision, la conscience de la situation et la détection des erreurs, c'est tout ça, c'est des concepts de facteurs humains qu'on enseigne à nos élèves. Bien sûr, être raisonnable. Alors comment est-ce qu'on, puisqu'on a appris à piloter, puisqu'on est raisonnable, comment on en arrive là? Alors là, c'était il y a quelques jours. Oui, c'était en Italie. C'est ça, sur le Mont Rose. Sur le Mont Rose. Un pilote suisse et ses passagers. Je ne sais pas s'il était seul ou avec des passagers. Dans un avion comme celui-ci, un PA-18, on peut être 2 à bord. Donc, voilà. Donc là, c'est volontaire. Ah, c'est tout à fait volontaire. Il se promène sur cette piste avec donc ces personnes. Et hop là, voilà. Donc ça, c'est une folie absolue. Et c'est précisément ce que nous, on veut éviter.
hein. Donc l'aéroclub du Dauphiné, puisque c'est de lui dont on parle, il fait partie de l'association française des pilotes de montagne. On vole avec une charte, hein, que tous les pilotes de montagne respectent, tous les pilotes consciencieux, on va dire, hein, et tous les pilotes qui a ouvert sous sont de ce calibre. Et jamais on se commettrait dans ce genre de stupidité extrêmement dangereuse, hein. Il y a eu clairement mise en danger de la vie des skieurs qui étaient là. Les autorités suisses et italiennes ont pris en main l'affaire, dirons-nous, hein. Et puis, je pense que le pilote devra répondre devant tant les autorités aéronautiques suisses que la justice italienne de ce qu'il a produit. C'est complètement dément, hein. C'est comme si déjà stupide et complètement fou, effectivement. Oui, c'est complètement fou. Est-ce que votre image pâtit de ce type d'événement ? Eh bien, elle en pâtit forcément. Et ce genre de funambule met en péril l'aviation de montagne, hein, qui est une aviation, c'est une toute petite aviation. Hein, on a coutume de dire que l'aviation de montagne sur roue, c'est pas un sport de masse. Et l'aviation de montagne sur ski, c'est un sport d'élite. Il y a très peu de monde qui sait faire ça proprement. Là, typiquement, c'est pas fait proprement. Et c'est inacceptable. Et ça n'est pas accepté, d'ailleurs. Les réponses à ces images ont été extrêmement nombreuses. Et vous êtes aussi parfois montré du doigt, bien sûr, dans un monde qui se veut chaque jour plus éco-responsable face à l'urgence climatique. Qu'est-ce qu'on peut répondre de cela en fonction des émissions d'un avion, des consommations énergétiques, du bilan carbone d'un petit avion comme le vôtre ? Alors d'abord, on répond, la première chose, c'est qu'on est comme les autres, nous aussi, on est des citoyens comme les autres, qui ne sont pas moins responsables que les autres. Et par ailleurs, on met en place des dispositifs techniques qui nous permettent d'avancer. Alors l'avancement en matière d'aéronautique, il n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, parce qu'il faut que ça soit certifié. Et ça, c'est très long. Hein. Mais néanmoins, tous les avions de l'aéroclub du Dauphiné, par exemple, sont équipés de silencieux, d'hélices silencieuses, hein, c'est-à-dire avec 3 pales, souvent, c'est un peu technique, mais ça fait moins de bruit. Hein. Et avec des motorisations qui sont de plus en plus modernes. Et je vous annonce que pour le mois de juin, on va avoir un premier avion électrique sur le terrain du Versou que vous pourrez venir découvrir. Ça se développe. Hein. Ça se développe. Et l'aéroclub du Dauphiné est moteur en la matière, hein, à la fois aidé par la Fédération française aéronautique, la région, mais également, et depuis hier, dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale de l'aviation civile, hein, qui est basée à Grenoble-Isère. Et l'ENAC, c'est le plus gros utilisateur en termes de volume d'heures d'avions électriques. Donc ça nous apporte un savoir-faire énorme qu'on va développer au Versou. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Pierre Varnet. Je rappelle que vous êtes le nouveau chef pilote et que vous avez donc 2 nouveaux élèves ici autour de cette table. Venez quand vous voulez. Venez quand vous voulez. Vous serez les bienvenus. Bien sûr. Avec plaisir. Déjà, le 17 mai, à l'occasion de la journée Portes Ouvertes, qui est un dispositif de la Fédération française d'aéronautique. La Fédération française aéronautique. FFA. C'est ça. FFA. Merci beaucoup à nous. Alexandra, voilà votre nouvelle responsabilité, les baptêmes de l'air pour les aînés. Ça cartonne, ça. Hein, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est sûr. Je ne sais pas si des familles vous ont déjà demandé ça. Allez, organisez-moi un baptême de l'air. Jamais, mais pourquoi pas ? Bien sûr. J'aimerais bien en plus. Ça, on imagine bien, puisque ça fait partie aussi de vos compétences finalement. En tout cas, ça va devenir une nouvelle corde à votre arc. Alexandra, je rappelle que vous avez donc créé cette société qui s'appelle Aînés Conseil, au pluriel, comme nos aînés, le aîné avec un grand A qui a une forme de montagne d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, exactement. Et qui vise à plein de choses finalement, à améliorer le quotidien des personnes qui prolongent leur jour, bien sûr, à domicile, dans un EHPAD, à aider et apaiser parfois les souffrances dans le parcours des aidants face à l'urgence, face à l'inconnu. C'est vraiment toutes ces choses qui vous ont sensibilisé. Tout. Alors, c'est un thème global pour lequel vous avez une affection particulière. Oui, en fait, c'est vraiment la prise en charge globale de la personne qui m'intéresse. Parce que je veux le faire avec cœur. Et on ne peut pas s'arrêter juste à une partie.
c'est pas possible. On se découpe pas et en fait c'est la vie tout entière qui est concernée. Donc la vie, c'est les dents, c'est l'aider et c'est le médical, c'est le social, c'est le médico-social. Enfin, c'est tout ce qui peut rentrer en ligne de compte de la vie de la personne. Ça, c'était votre parcours. Déjà, vous avez travaillé en EHPAD? Oui, j'ai travaillé pendant 18 ans en EHPAD. J'ai fait 15 ans de public et 3 ans de privé. Et en fait, tout au long de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup d'aidants qui étaient complètement perdus dans leur parcours pour savoir faire quelle démarche ils devaient faire, à qui s'adresser. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer des conseils pour les accompagner de manière personnalisée et surtout avec beaucoup d'humanité. En fait, disons que pour une famille, la vieillesse ou la dépendance peut tomber sans qu'on s'y attende. Tout arrive finalement plus vite que ce qu'on peut penser. Et on se retrouve aussi très souvent face à des démarches, face à des systèmes à démêler. On ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas même ce qui est le mieux pour la personne. Et ça, vous y avez été confronté tout au long de votre parcours en EHPAD notamment? Oui, tout à fait. En fait, il existe beaucoup de choses. Voilà, même quand on va sur Internet, on va retrouver beaucoup d'informations. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'y retrouver soi par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est là où justement c'est important de pouvoir faire appel à quelqu'un qui a, on va dire, une vision plus éclairée de la situation et qui peut en fait démêler tout ça plus simplement. Déjà, vous savez faire puisque vous avez déjà fait un petit peu de pub pour l'émission sur votre site. Donc ça montre à quel point vous êtes réactive et vous êtes complètement à la page. C'est mon conjoint. Et non seulement réactive, mais aussi vous êtes un interlocuteur, une interlocutrice. C'est vraiment une personne qui va rassembler toutes ces préoccupations, tous ces domaines, toutes ces choses que les familles ne peuvent pas savoir tant qu'elles n'y sont pas confrontées. C'est ça, c'est un guichet unique en fait d'informations qui regroupe les informations, les orientations, les adresses, etc. Parce qu'en fait, je vais tout rechercher en fonction de la situation et je livre ça aux familles que j'accompagne. Alors, le maintien au domicile, par exemple, comment faire? Tout à fait. Alors, ça peut être simplement la démarche administrative pour faire le dossier d'APA, comme on entend souvent parler. Oui, c'est pas facile, déjà. C'est déjà pas facile, voilà, parce que c'est regrouper des papiers, c'est comprendre ce qu'on nous demande, c'est aller chez le médecin, parce qu'il faut une partie médicale. Et ça, vous pouvez le faire à leur place, à la place des familles. Je peux les accompagner. Voilà, parce que moi, je ne peux pas faire à la place d'eux, aller chez le médecin, je ne peux pas les accompagner, mais je peux aller chez le médecin dans la salle d'attente, accompagnée, mais par contre, je ne participe pas à l'entretien médical. D'accord. Voilà, j'ai aussi des limites par rapport à ça, mais effectivement, je peux faire énormément de choses et les soulager sur toutes les démarches administratives qui sont très lourdes à porter et dans lesquelles on s'englue souvent. Donc déjà, rien que ça, c'est un vrai soulagement, mais pas que. Voilà, et pas que. Par exemple, les démarches pour une entrée en EHPAD. Alors déjà, il y a la démarche, il y a un accompagnement aussi. Aussi, préalable. Oui. Il y a l'accompagnement déjà par rapport à ce sentiment qu'on a souvent d'abandon. La culpabilité des proches en disant « mais non, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, je vais l'abandonner ». Mais tout le chemin, en fait, c'est de l'accompagnement, vous ne l'abandonnez pas parce que vous faites ça pour lui et vous le faites avec amour, pour son bien, mais aussi pour le vôtre. Et ça, c'est pas du tout de l'abandon. Au contraire, c'est de l'amour qu'on donne à son proche parce qu'on veut son bien-être. On ne s'en débarrasse pas. Non. C'est pendant le Covid aussi que cette idée avait bien germé dans votre tête. Pendant le Covid, on a vu des histoires merveilleuses, notamment pour les personnes en EHPAD, en établissement. Et c'est là aussi que ces établissements ont reçu énormément d'amour et ont vraiment redoublé d'imagination pour encore plus d'accompagnement, encore plus de proximité malgré la distanciation. Oui. Alors, ça, vous l'aviez remarqué? Moi, je l'ai vécu. Oui, bien sûr, je l'ai vécu. On fait souvent, c'est vrai, mauvaise presse des EHPAD. Mais, des événements ont pu évidemment alimenter cette mauvaise presse, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, ça là-dessus. C'est une réalité. C'est une réalité, mais il faut aussi savoir qu'en EHPAD, pour certaines personnes, ils revivent. Voilà, c'est vraiment salvateur. Donc les personnes qui sont isolées à leur domicile, pour certaines, moi j'en ai vu qui revivaient en EHPAD. J'ai vu des couples se former, j'ai vu des gens se marier. Enfin, c'est du lien, on se refait des amis. Dès lors qu'on accepte l'idée, c'est peut-être l'idée de la dépendance aussi qui est compliquée. C'est-à-dire on n'est plus chez soi. Mais il y a aussi l'image de la maladie.
Voilà, parce que moi j'en entendais beaucoup dire ah ben non, moi je suis pas comme eux, ils sont fous, ils sont malades, ils sont vieux. Moi je suis pas comme ça. Et c'est vrai que l'acceptation, j'amène aussi en fait cette vision-là, d'accepter qu'à un moment donné on peut plus rester non plus à domicile parce que on se met en danger, parce que l'aidant est vraiment épuisé. Et il faut quand même savoir qu'un tiers des aidants décèdent avant la personne aidée. Donc ça peut être aussi une solution. Et l'acceptation en fait doit être comprise à ce moment-là. Oui, surtout que ça ne va pas s'arranger puisque le vieillissement de la population va entraîner une mobilisation des aidants. Et les aidants, vous dites, ils ont à partir d'une trentaine d'années ? Alors les aidants salariés, oui, ça débute vers 33 ans et on estime environ l'âge moyen d'un aidant salarié à 42 ans. Donc 42 ans, on a encore au moins 20 ans, 25 ans peut-être à travailler. Voilà, 25 ans pendant lesquels on s'occupe de soi, on s'occupe de sa famille, de son travail, de son proche aidé, voire multiples proches aidés, parce qu'il y en a qui accompagnent aussi plusieurs personnes, et ça peut être très lourd à porter sur le quotidien. Oui. Et c'est pour ça que vous dispensez des formations, vous proposez même des conférences pour les entreprises, pour ne plus nier le rôle d'aidant d'un salarié. La sensibilisation à l'aidance, j'appelle ça comme ça. On connaît le rôle de parent, on connaît moins le rôle d'aidant. Oui, tout à fait. Dans l'autre sens. En fait, le rôle de l'aidant, il est tellement naturel qu'on ne se conçoit pas comme aidant. On ne se voit pas comme tel et on ne fait pas les démarches et on ne demande pas de l'aide. Voilà, parce qu'on se dit non, moi je peux le faire et c'est ma mission en tant qu'enfant, généralement, ou conjoint, de le faire. Mais effectivement, on s'oublie. On s'oublie, on s'isole, on arrête de faire du sport. Et puis, au niveau du travail, souvent, on s'épuise aussi. On ne sait pas qu'il y a des aides, en plus. C'est-à-dire qu'on assume beaucoup de choses sans savoir qu'il y a des aides. Mais en fait, comme on ne se reconnaît pas en tant qu'aidant, on ne cherche pas les dispositifs qui existent. Alors qu'il existe des dispositifs pour venir en aide, et notamment aux salariés, avec le congé du proche aidant. Et oui, si les entreprises, en fait, étaient ouvertes à ces sensibilisations, ça permettrait à beaucoup d'aidants d'avoir des informations que je leur donnerai avec beaucoup de bienveillance. Et des droits. Oui, et des droits. Et oui, exact. Et voilà, et ça leur permettrait aussi d'être soulagés. Et je pourrais aussi les accompagner dans toutes leurs démarches administratives. Parce qu'il y a 85% des salariés qui aimeraient être accompagnés au niveau administratif. Parce que c'est très lourd à porter. Et donc une petite fée a donc réalisé cette démarche-là et beaucoup plus aussi, donc de la simple écoute jusqu'à la réalisation des démarches administratives au conseil, ça s'appelle Aîné Conseil. Et je rappelle que vous appelez Alexandra Holvoet, ça vient du Nord, hein, c'est ça? J'ai bien prononcé? Oui, c'est ça, oui, je suis ch'ti. D'accord, voilà. Je vais vous laisser parler ch'ti, moi je parle vertaco. Hein, je ne sais pas s'il y a un parler vertaco. Je ne crois pas, non. Pas forcément, non. Bon, c'est pour ça que ça nous est très familier alors. Merci beaucoup et bonne chance dans le parcours de cette belle entreprise, Alexandra. Merci beaucoup. Je vous laisserai donc échanger tous vos numéros parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire ici entre vous tous pour faire naître encore des belles histoires. Merci encore à vous, à l'Aéroclub du Dauphiné et longue vie bien sûr à Astéral. Et merci. À très très bientôt et merci à vous tous encore une fois de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.